Les 8 semaines de confinement ont été pour beaucoup de personnes l'occasion de mettre de l'ordre dans leur foyer, mais aussi parfois de faire le point sur leur vie, sur leur placard. Ça dépend, les familles et les couples ont été forcés de se confronter à la vie domestique et c'est cette vie de l'ordinaire qu'Adèle Van Rett questionne dans son nouveau livre qui paraît aujourd'hui chez Gallimard, La vie ordinaire. Bonjour Adèle Van Rett. Bonjour Guillaume, quelle joie de vous retrouver. Alors, vous l'avez écrit avant le confinement, Adèle. Vous produisez également Les chemins de la philosophie et dans cet ouvrage, vous mêlez à la fois le récit de la découverte de l'ordinaire en philosophie avec celui d'une autre expérience qui est à la fois ordinaire statistiquement et extraordinaire à chaque fois que celle-ci se produit, c'est l'expérience de la maternité. Aujourd'hui, il y a le retour de l'ordinaire qui nous paraît extraordinaire. C'est le retour, par exemple, des terrasses de café. Qu'est-ce que ça vous inspire, Adèle Van Rett? Mais c'est amusant de voir, et c'est pas le moindre des paradoxes de la situation que nous sommes en train de vivre, que celle-ci nous rend absolument désirable quelque chose qui vraiment fait partie d'un petit plaisir du quotidien, à savoir boire un café en terrasse. Dans 10 jours, ce sera redevenu normal, on n'en parlera plus et on n'y pensera plus. Et c'est ça qui m'intéresse dans la période que nous venons de vivre, c'est que c'est une situation extraordinaire qui nous met face à notre vie dans ce qu'elle a de plus ordinaire. Alors, que pouvons-nous y voir? C'est toute la question. Peut-être certaines personnes n'y ont rien vu, peut-être que d'autres, au contraire, ont tout vu. Moi, j'aime bien l'entre-deux. C'est ce que j'essaie de décrire dans le livre. Vous y avez vu quoi? Tout d'abord, si on parle de la période de confinement, Adèle Van Rett, qu'est-ce que vous y avez vu? Comment l'avez-vous vécu? Alors, moi, j'ai pas vu grand-chose. Je l'ai vécu comme une espèce d'immense congélation. Et d'ailleurs, le déconfinement est une sorte de décongélation. C'est un processus très lent où tout était figé, où ne nous restait que la succession qui apparaissait vraiment de manière flagrante des jours et des nuits d'un certain rythme qui était parfois très différent du rythme que nous avons ordinairement lorsque nous ne sommes pas confinés, parfois très similaire selon les occupations. Mais il y avait un regard nouveau jeté sur notre propre manière d'habiter chez nous, de cohabiter avec quelqu'un d'autre, avec des enfants, de travailler à la maison, etc. Il y a eu un nouveau regard jeté sur quelque chose qui nous est pourtant absolument familier. Et c'est ça que je trouve passionnant. C'est que comment la situation extraordinaire que je n'avais évidemment pas prévue quand j'ai écrit le livre a pu attirer l'attention sur un sujet qui est pourtant très peu exploré et très peu pensé. On verra peut-être pourquoi, parce que je crois qu'il y a un obstacle d'ailleurs. Je crois que la vie ordinaire est un obstacle à la pensée à bien des égards. Y a-t-il des philosophes qui se sont penchés sur l'ordinaire, Adèle Van Rett? Pas beaucoup. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce livre existe aussi, pas du tout pour essayer de réparer un manquement, mais parce que quand j'ai voulu écrire sur ce sujet qui me pesait, parce que pour moi l'ordinaire est d'abord un problème, et j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi. J'essaye de mener une enquête. C'est une quête vers quelque chose qui n'est pas une conquête, et on va s'arrêter avec les mots enquête, il est trop tôt. Quand j'ai voulu écrire ce livre, je me suis rendu compte que ce thème-là de la vie ordinaire n'était pas exploré comme tel par beaucoup de philosophes. Et même très peu en réalité l'ont exploré. Et j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi, là aussi, parce que j'avais grandi avec ces textes de philosophie, j'y avais beaucoup investi, j'attendais beaucoup de ces textes-là. Et comment, à un moment de ma vie où je voulais m'en servir pour essayer de comprendre ce qui se passait, comment j'ai réalisé qu'en fait, ce n'était pas là où j'allais trouver de l'aide. Ça a été une sorte de choc. Ordinaire, qu'est-ce que ce mot signifie? D'où vient-il, Adèle Van Rett? Alors l'étymologie ordinare, ça signifie mettre en ordre. C'est toute la question. Qu'est-ce qu'on met en ordre dans la vie ordinaire? Si on met en ordre quelque chose, c'est-à-dire qu'avant il y a un désordre. D'où vient ce désordre? Est-ce que notre rapport premier au monde serait le désordre et l'ordinaire serait là pour essayer de venir le lisser, le polir, d'où peut-être son caractère à la fois absolument indispensable et essentiel pour rester en vie, et en même temps son caractère insupportable, parce que l'ordre bien souvent dérange, l'ordre est faussement apaisant, l'ordre a quelque chose aussi, de par sa répétition, de par son aspect disons assez morne parfois, parce qu'il est sans surprise, l'ordre est sans surprise par définition, il y a quelque chose qui peut venir rendre l'existence humaine absolument insupportable, et je pèse mes mots. Justement, alors, c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, la vie ordinaire est généralement assez conspuée, c'est la routine, c'est probablement la partie la plus morne de la vie, et là, on s'aperçoit que quelque chose d'aussi simple que de pouvoir, par exemple, aller acheter son pain sans masque, prendre un café noir au comptoir, eh bien finalement, c'est plutôt quelque chose de désirable quand on n'y a pas accès, Adèle Van Rett. Oui, alors je distinguerai d'emblée l'ordinaire du quotidien. C'est pas la même chose. La vie quotidienne, c'est la vie telle qu'on peut l'énoncer.
heure après heure. L'heure du réveil, la composition du petit déjeuner, le chemin qu'on emprunte pour aller au travail, l'endroit où on vit. La vie quotidienne, je peux la changer. Je peux changer de ville, je peux changer de vie, je peux changer de partenaire, je peux changer de travail, je peux tout changer. Eh bien, l'ordinaire, c'est ce qui reste quand on a tout changé. L'ordinaire, c'est ce rapport intime à l'existence. C'est vraiment de l'ordre du rapport au monde qui me colle à la peau, où que je sois, quelle que soit la personne avec qui je vis, quelle que soit mon occupation. Et c'est ça que je trouve absolument insoutenable dans l'ordinaire, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et que toutes les tentatives que nous mettons en œuvre pour essayer soit de le fuir, mais il n'est pas forcément insupportable pour tout le monde, soit de lui tourner le dos, soit de lui rendre domesticable, elles sont absolument vaines. Toujours, l'espèce de nausée qui se loge au cœur de la vie ordinaire nous rattrape. Vous écrivez notamment dans La vie ordinaire, votre livre qui est publié aux éditions Gallimard, quand le monde est frais, le quotidien est un refuge, une vie en miniature qui célèbre les noces de l'utile et de l'agréable. Femme au foyer cherche vitre à nettoyer. Oui, il y a quelque chose dans le quotidien d'absolument rassurant. Et c'est pour ça que, je tiens à préciser d'emblée qu'il n'y a pas de jugement de valeur objectif porté sur le quotidien ou sur l'ordinaire. Le livre est écrit à la première personne et j'ai choisi de l'incarner à travers la bouche d'une narratrice qui raconte quelque chose, qui raconte cette enquête, justement pour essayer de montrer que le problème inhérent à la vie ordinaire est un problème intime. Et ce n'est pas un essai qui essaye de proposer de manière objective et un jugement de valeur sur l'ordinaire, sur le quotidien. C'est une narratrice qui vous ressemble, Adèle. Tout à fait. On n'écrit jamais qu'avec ce qu'on a vécu, je crois. On met toujours de soi dans ce qu'on écrit, sinon l'écriture n'aurait aucun sens. Si on considère que l'écriture est un travail de sincérité, si on essaie d'être le plus honnête avec soi-même, ce qui demande beaucoup de temps et de courage dans l'écriture, alors on se doit aussi de reconnaître que l'écriture ne jaillit jamais de nulle part. Ou alors c'est un masque, c'est une protection. Et ça, c'est sans doute le parti pris du livre. C'est de dire que si d'un côté j'en appelle à une philosophie davantage incarnée, une philosophie qui ne passe pas sous silence certaines expériences corporelles. Vous avez dit que c'était un livre sur la maternité, c'est pas comme ça que je le conçois, et d'ailleurs je dis bien que la maternité pour moi est un mot qui n'a aucun sens. En revanche, dans le livre, il y a le récit effectivement d'une grossesse et d'un accouchement. Si j'ai choisi de les faire figurer ici, c'est pour être cohérente avec la conception que je me fais de la philosophie et qui apparaît dans ce livre, qui est que la philosophie n'est jamais une pensée qui jaillit de nulle part, comme un nuage éthéré au-dessus de nos têtes, qui fabriquerait des concepts un peu comme par magie et dont les philosophes viendraient nous délivrer le sens sur un plateau ou dans un livre. Au contraire, je crois que tout part de l'expérience. La période du confinement, que les deux se rejoignent. La période du confinement était-elle, selon vous, Adèle Van Rett, une période propice à la philosophie ? Pardonnez-moi, mon cher Guillaume, mais je crois que cette question n'a aucun sens. Il n'y a pas de période plus propice que d'autres à la philosophie. C'est une question qu'on entend beaucoup. Est-ce que la philosophie vous a aidé ? Est-ce que là, c'est une période propice pour la philosophie ? La philosophie n'est pas une aide. La philosophie n'est pas un outil qui nous vient en aide. Je crois que c'est un gros malentendu. La philosophie, vous savez, c'est un exercice. C'est un exercice. C'est un travail, dans certains cas, quand c'est pas un travail professionnel, c'est un travail de l'esprit, qui est aride, qui est difficile, et qui nous met face à une forme d'âpreté du réel. On est à l'opposé de ce qu'on attend de la philosophie quand on croit que la philosophie va nous aider à mieux vivre. Ou alors il faut définir par le fait de mieux vivre, le fait de vivre les yeux grands ouverts. Et c'est souvent douloureux. C'est souvent un exercice qui chamboule, qui peut faire sursauter, qui laisse intranquille. Et moi, c'est ça qui me plaît tant dans la philosophie. Mais à aucun moment je n'attends d'elle qu'elle ne me vienne en aide ou qu'elle m'apporte quelque chose qui me manquerait. C'est plutôt un compagnonnage qui vient me conforter dans mon scepticisme, à savoir que les choses sont jamais telles qu'on les pense, qu'on ne les connaîtra jamais vraiment, mais qu'on essaie de s'en accommoder tant bien que mal. Moi, c'est une partie de l'existence qui me réjouit. Peut-être qu'elle en déprime certains, moi, c'est ce que j'adore. Non, je pensais pas uniquement à cet appel à l'aide ou à cette aide que pourrait offrir la philosophie, mais uniquement, par exemple, au fait de pouvoir lire de la philosophie ou autre chose. J'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes qui avaient beaucoup lu pendant la période du confinement et d'autres qui en étaient profondément incapables. Oui, alors il y a aussi eu beaucoup d'injonctions à lire. Vous savez, au tout début du confinement, beaucoup de personnes ont été mobilisées, sollicitées, pour essayer de venir en aide aux autres quand même et de proposer des conseils de lecture en disant mais voilà, c'est le temps pour lire, etc. Je crois que finalement, ça a été une période tellement étrange. Je trouve que on n'a pas assez dit à quel point cette période était tellement inédite qu'elle venait brouiller nos catégories de pensée habituelles. Et c'est ce qui, moi, m'a saisi assez tôt. Je me suis dit, mais je ne sais pas quoi faire de cette période parce que je ne la comprends pas. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. On ne savait pas si la menace on savait qu'elle était réelle, mais on ne savait pas quel degré de létalité elle représentait, par exemple. Donc c'était une période de grande angoisse, quand même. Paradoxalement, l'angoisse pouvait aussi être mêlée d'une forme de
calme, parce que le confinement, pour certains, a été aussi le moment de suspendre des choses qui étaient très désagréables. Quand on vit dans une grande ville, il y a aussi beaucoup de temps de transport qui était épargné. Alors, je veux pas dire ensuite, on n'était pas tous égaux dans le confinement. Hein. Je veux dire, il y a aussi beaucoup de personnes pour qui le fait de se retrouver chez soi a été un cauchemar absolu. Et là, je ne voudrais pas faire comme si nous étions tous dans la même situation face à cet ordinaire-là. Ce qui est vrai, c'est que ce que j'essaye de dire au sujet de l'ordinaire concerne tout le monde, quelles que soient les conditions d'existence de tout à chacun. Mais la façon dont nous avons vécu le confinement a quelque chose qui n'est absolument pas universel, ça c'est sûr. Et le fait, là aussi, c'est quelque chose de très divers, mais il y a eu une confrontation avec les objets, avec la matière, avec le rangement. On a beaucoup entendu parler de rangement durant cette période. Adèle Van Rett, il y a rien de plus ordinaire que cette opération-là, justement. Ben voilà, mettre en ordre. Comment l'avez-vous vécu par rapport à cela et qu'est-ce que le philosophe peut par rapport au rangement? C'est une opération importante en philosophie, le rangement. Alors le philosophe, je sais pas, la philosophe non plus, et la philosophie... Je sais pas, je pensais aux catégories qui sont, je crois, l'une des opérations essentielles en philosophie, Adèle Van Rett. En effet, on peut faire le parallèle, et je le fais dans le livre, entre l'étymologie de l'ordinaire qui signifie mettre en ordre et le travail de la pensée, notamment dans la philosophie, qui consiste à essayer de penser le réel à travers des catégories. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que si ces catégories s'effaçaient, si la pensée n'avait plus ce prisme à travers lequel saisir ce qui nous arrive, alors le monde serait invivable et impensable. Imaginez un monde, un univers sans maison, par exemple. Les maisons, c'est comme les catégories de l'existence, en réalité. C'est ce qui nous permet de pouvoir vivre, de pouvoir survivre et de pouvoir vivre ensemble. Une pensée sans catégorie rend le monde impensable. Et alors peut-être qu'un monde sans ordinaire est un monde invivable et que nous sommes contraints à mettre en ordre pour pouvoir rester en vie. Mais c'est toute l'ambivalence de cette vie ordinaire-là, qui est d'être absolument indispensable pour rester en vie, et en même temps, eh bien, souvent insupportable, de par sa nécessité sans doute. Et ça, je tiens beaucoup à cette ambivalence. Vous écrivez toujours dans ce livre, La vie ordinaire, Adèle Van Rett, je deviens un ayatollah du quotidien et j'accomplis chaque geste avec le soulagement d'avoir quelque chose à faire et la satisfaction d'y parvenir. Un ayatollah du quotidien, là aussi, dans la période de confinement, c'est quelque chose qui fait sens parce que la famille s'est retrouvée au complet. C'était des mondes très pleins. Les appartements étaient pleins comme des œufs à cette période-là. Et chacun a ses manies, chacun est un ayatollah du quotidien. Est-ce que chacun est un ayatollah du quotidien? Pas forcément. Le passage que vous avez cité arrive à un moment particulier du texte où la narratrice essaye de se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Elle décrit depuis le début du livre le problème qu'elle a avec la vie ordinaire. Elle veut essayer de comprendre pourquoi. Et à un moment, elle se dit, mais je vais me mettre dans la peau de quelqu'un pour qui le quotidien est tout ce qui compte. Pour qui rien n'est plus important qu'une maison bien rangée, qu'un rythme de vie harmonieux, qu'une bonne entente entre chacun des membres de la famille et des vitres absolument nettoyées. Qu'est-ce que ça fait de se mettre dans la peau de cette personne? Et c'est pour ça que l'expérience est intéressante, c'est parce qu'on se demande si finalement, lorsque l'on vit ainsi, est-ce qu'on ne confond pas la vie en général avec la vie quotidienne? Et ça, c'est quelque chose qui me hante, et c'est quelque chose qui me donne envie de réveiller les gens qui sont dans cette situation pour leur dire, parce qu'ils le savent très bien, mais ils ont du mal à l'admettre, que la vie ne se réduit pas à la vie quotidienne, qu'une chose est d'y accorder de l'attention, une autre est de la tenir pour le but de la vie. Réveiller les gens qui sont dans cette situation. Vous savez qu'on est aussi un peu là pour ça, Adèle Van Rett. Exactement. On va réveiller nos auditeurs s'ils ne sont pas déjà réveillés. La vie ordinaire, c'est votre ouvrage publié aux éditions Gallimard. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est pratiquement 8 heures sur France Culture. Les matins de France Culture, 7h, 9h. Guillaume Erner. Depuis le déconfinement, c'est le retour à la normale ou la construction d'un monde d'après. On en parle avec notre camarade la philosophe Adèle Van Rett. Elle produit les chemins de la philosophie sur France Culture chaque jour. Elle publie La vie ordinaire chez Gallimard. Adèle Van Rett, ce que l'on vient d'évoquer, la notion de rupture. Alors, la notion de rupture, elle était évoquée là en politique par Frédéric Saïs, mais bien souvent, les commentateurs dans les conversations qu'on a pu avoir, et on s'est dit que cette période de confinement était dure pour les couples. Elle va en plus ouvrir sur une période de vacances où
parle de vraies vacances, les congés, où les couples vont être à nouveau ensemble. On s'est dit que c'était difficile de supporter cette vie quotidienne, une vie quotidienne 24 heures sur 24. Qu'en pensez-vous justement dans la vie ordinaire? Alors déjà, il y a des personnes pour qui passer des vacances en couple n'est pas un cauchemar, au contraire. Je pensais que vous alliez dire pas ordinaire surtout. Non, mais peut-être précisons que la rupture est pas toujours un désastre. Que la rupture, bien souvent, est une libération et parfois salvatrice, et qu'il n'y a pas forcément à déplorer le fait que le nombre de ruptures est augmenté. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce que ça arrivait à ce moment-là. Comme si, finalement, ça nous renseigne sur la manière dont les personnes qui se séparent aujourd'hui menaient leur vie avant. C'est-à-dire, on compose avec quelque chose que l'on ne veut pas voir. Peut-être l'impossibilité de vivre avec quelqu'un, ce qui n'empêche pas l'amour, ce qui n'empêche pas le désir, mais parfois la vie ensemble est impossible. Si le confinement a été l'occasion de rupture, c'est peut-être que la chose mûrissait depuis longtemps. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement la rupture n'est pas forcément quelque chose dont il faut s'inquiéter. Parmi les auteurs que vous évoquez dans votre ouvrage Adèle Van Dret, il y a un philosophe, Stanley Cavell, qui s'est penché sur les suites de la rupture. Et les suites de la rupture, ça peut être les retrouvailles, par exemple. C'est ce qu'il appelle les comédies de remariage, et c'est tout un genre. Stanley Cavell, donc un philosophe américain du XXe siècle, est mort il y a pas très longtemps, a créé ce genre des comédies de remariage en regardant des comédies hollywoodiennes des années 40. Et il s'est rendu compte qu'une dizaine d'entre elles avaient à peu près le même scénario, qui consistait à montrer non pas deux personnes qui se rencontrent et qui à la fin du film seront ensemble, ça c'est le schéma d'une comédie classique, mais deux personnes qui sont ensemble au début du film, qui se séparent et qui vont se remettre ensemble. Et là où le travail de Cavell est prodigieux, c'est que non seulement il essaye de montrer que ces films-là ont quelque chose à nous apprendre, qu'on peut parler de cinéma en philosophie sans que ce soit forcément la nouvelle vague ou le néoréalisme en noir et blanc parce que ça fait plus sérieux, que les comédies ont quelque chose à nous dire et que ces comédies-là mettent en scène tout à leur manière un certain rapport à l'ordinaire. Et que finalement les ruptures n'en sont que plus fécondes parce que elles sont l'occasion de transformation pour les personnages. Et ça, c'est un thème qui m'est très cher et je crois que c'est ce qu'on a pu aussi vivre ces derniers temps. Est-ce que l'expérience qu'on a vécue a été pour nous l'objet ou le lieu d'une transformation? Et si oui, quelle est-elle? Il n'y a pas de question plus intéressante, je crois, même en philosophie en tout cas. Mais ça veut dire quoi, Adèle Van Dret? Est-ce que ça veut dire qu'il y a, dans notre part de romantisme, si on en croit ce philosophe, Stanley Cavell, une forme de songe qui serait incarné par, non pas le mariage, mais le remariage? Ça veut dire que ce que lui appelle le remariage, et il est symbolique, ça ne veut pas forcément dire que les personnages vont vraiment passer devant la mairie ou à l'église à la fin du film. Ça veut dire que dans remariage, il faut bien entendre ce que signifie le re. C'est pas une répétition. C'est la même chose, mais un peu différemment. D'où l'importance de la transformation. La différence entre un mariage et un remariage, c'est que la seconde fois, quand on dit oui en connaissance de cause. Et il faut pas y entendre quelque chose comme une résignation. Disant oui, ça y est, maintenant j'accepte la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire, pas aussi belle que telle que je pensais qu'elle était au moment où j'ai dit oui pour la première fois. Mais ça veut dire accepter la vie avec quelqu'un dans son caractère aussi le plus ordinaire, qui est généralement ce qui nuit à une relation et ce qui peut nuire à l'amour et au désir. C'est intéressant de voir que ça peut être le sujet d'une comédie, parce que ça aussi, j'insiste sur le caractère parfois insupportable de cette vie ordinaire, mais c'est aussi le lieu d'écladrir parfois même contre soi, parce qu'on se rend compte que ça nous délivre quelque chose sur nous-mêmes et sur notre rapport au monde qu'on ignorait totalement, et le décalage est parfois saisissant. Et puis, il y a aussi le regard que l'on pose sur des amours peu ordinaires. Alors, je laisse chacun d'ailleurs considérer ce qu'est un amour ordinaire, peu ordinaire. Là, en l'occurrence, je songeais à ces merveilleuses lettres qu'Albert Camus et Maria Casares ont échangées. Vous en citez une d'ailleurs dans votre livre La vie ordinaire, publié chez Gallimard, Adèle Van Dret, et on va écouter l'extrait de la dernière lettre qu'Albert Camus a adressée à Maria Casares avant d'avoir cet accident de voiture qui lui a coûté la vie. On écoute Lambert Wilson. Juste pour te dire que j'arrive mardi par la route, remontant avec les Gallimard lundi, il passe par ici vendredi 2. Je te téléphonerai à mon arrivée, mais on pourrait peut-être convenir déjà de dîner ensemble mardi. Disons en principe, pour faire la part des hasards de la route, et je te confirmerai le dîner au téléphone. Je t'envoie déjà une cargaison de tendres vœux, et que la vie rejaillisse en toi pendant toute l'année, te donnant le cher visage que j'aime depuis tant d'années. Mais je l'aime aussi soucieux et de toutes les manières. Je plie ton imperméable dans l'enveloppe et j'y joins tous les soleils du cœur. À bientôt, ma superbe. Je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant.
J'ai fermé mes dossiers et ne travaille plus, trop de famille et trop d'amis de la famille. Je n'ai donc plus de raison de me priver de ton rire et de nos soirées, ni de ma patrie. Je t'embrasse, je te serre contre moi jusqu'à mardi où je recommencerai. Incroyable, hein, c'est Lambert Wilson, lisant donc cette dernière lettre qu'Albert Camus a adressée à Maria Casares. Vous imaginez, après 15 ans d'amour, il écrit encore ce type de lettres qui sont absolument bouleversantes. Moi, je trouve ça très émouvant d'entendre ça et je vous remercie de l'avoir diffusé. Et puis, vous aurez remarqué, lorsqu'il dit, il dit à Maria à peu près quand est-ce qu'il va la retrouver, il dit, mais il faut faire la part des hasards de la route. C'est-à-dire que 2 jours plus tard, la voiture, la Facel Vega, conduite par son éditeur, s'écrasera contre un platane et il décédera des suites de cet accident. Et c'est assez troublant, quand on connaît la suite de l'histoire, de faire attention à ce détail-là dans la lettre. Leur correspondance est absolument magnifique et j'invite tout le monde à la lire. C'est un gros pavé magnifique dans lequel on peut plonger, on peut grappiller des lettres par-ci, par-là. Elle écrit plus que lui. Et surtout, elle est beaucoup plus drôle que lui. C'est ça qu'on découvre, c'est que Maria Casares a vraiment un tempérament extraordinaire. Elle le charrie, elle se moque de lui avec énormément de tendresse. Et j'aime beaucoup voir comment leur relation évolue au fil des ans, à travers les lettres. Alors forcément, quand ils sont ensemble, on n'a pas de lettres puisqu'ils n'ont pas besoin de s'écrire, mais de voir comment la distance peut nourrir un certain désir et comment lui, en fait, lorsqu'il parle de son travail, il a quelque chose de toujours assez douloureux et lorsqu'il parle d'amour, il est chargé de cette solennité, mais on sent qu'il y a quelque chose de solaire qui les porte malgré tout. Et ça, j'adore le constater entre les deux. Bon, mais est-ce que ça n'est pas un peu facile, Adèle Van Drede, parce que ils sont Albert Camus, Maria Casares, ils ne vivent pas ensemble, donc évidemment la vie ordinaire, c'est un danger qui ne les menace pas. Dans leur couple, peut-être. Alors, je dis pas forcément d'ailleurs que la vie ordinaire est un danger pour le couple. Hein. C'est loin d'être la position que je suis en train de tenir. Je pense que c'est un danger pour soi-même. Et donc, c'est à nous-mêmes d'essayer de trouver comment on compose avec. Ils ont la vie ordinaire entre eux, ils ne la connaissent pas, mais en revanche, dans leur correspondance, ils accordent beaucoup d'importance à leur propre vie ordinaire. On y trouve le récit. Il y a des lettres entières où Maria Casares va lister le nombre de fois où elle a mangé pendant la journée, ce qu'elle a mangé, le nombre de cigarettes qu'elle fume, combien d'heures elle écrit, combien de pas elle fait pour à chaque pause pour se promener dans la campagne. Il y a ce souci d'ancrer dans quelque chose qui est absolument ordinaire et qui n'est pas du tout incompatible avec la grande passion. C'est ça que nous montre ce texte. Et au-delà de cela, dans cette manière d'envisager la vie ordinaire suite à la période que nous avons traversée, il y a eu un appel de la nature qui s'est ressenti de différentes manières, et plus particulièrement évidemment pour ceux qui ont été confinés en ville. Adèle Van Drede, il y a dans votre ouvrage les références à un auteur, Thoreau. J'ai toujours du mal à prononcer oui, en français, son nom. Thoreau. On peut se mettre d'accord sur Thoreau si vous voulez. On le prendra. Présentez-nous qui il est et en quoi celui-ci qui a disparu il y a plus de 250 ans et aujourd'hui extrêmement présent parmi nous peut nous aider à penser le quotidien, Adèle Van Drede. Henry David Thoreau, c'est son nom en intégral, est l'auteur de Walden, qui est un texte qui a été écrit lors d'une expérience qu'il a choisi de mener. Thoreau était l'élève d'un philosophe qui s'appelle Emerson, qui est souvent considéré comme le premier philosophe américain dans la première moitié du 19e siècle. Et Thoreau décide un jour d'aller vivre, de s'installer au milieu des bois, dans une cabane qu'il construira de ses propres mains et de vivre, on dirait aujourd'hui, en autosuffisance pendant 2 ans et 2 jours. Et il a tenu un journal pendant cette durée-là, un journal qu'il a beaucoup retravaillé ensuite. Il y a eu pas moins de 8 tentatives d'écriture de ce texte-là, qui figure aujourd'hui en tête de liste de la littérature écologiste, parce qu'on se dit, mais alors voilà, une autre voie est possible, et si nous-mêmes nous allions vivre dans une cabane dans la forêt. Ce qui m'intéresse beaucoup avec Thoreau, c'est qu'en réalité, il y a un gros contresens autour de son œuvre, c'est qu'il n'est pas du tout allé comme le personnage d'Into the Wild. Vous savez, le film où, en effet, on a ce personnage qui va vivre là, pour le coup, tout seul, loin de la civilisation, et qui ne s'en sort pas très bien, sans faire de spoiler. Thoreau va s'installer à moins d'1 kilomètre du village de Concorde où il vivait. Il est sur le terrain de son prof de philo Emerson. Sa cabane a tout d'une vraie maison qu'il construit certes de ses propres mains, mais qui est finalement assez confortable. Il reçoit de la visite chaque jour. En fait, il n'est pas du tout dans l'éloge de la vie sauvage qui tournerait le dos à la civilisation. Il est dans une expérience de pensée. Et à aucun moment, il nous dit que c'est ainsi qu'il faudrait vivre pour toujours, puisque lui-même a tenu à ce que ça ne dure que 2 ans et 2 mois. Et j'aime l'absence de dogmatisme. J'aime qu'en fait, il soit beaucoup moins radical que
ses lecteurs, parce que je crois que c'est à ce moment-là où on invite à penser. Non seulement c'est quand on fait une expérience, mais ensuite c'est quand à la fin de la vérité, on va commencer à regarder peut-être celle d'en face. Et lui il dit bon bah voilà, j'ai fait ça 2 ans, maintenant je vais voir s'il y a autre chose qu'on peut faire comme expérience pour voir comment mon rapport au monde va changer. C'est intéressant d'ailleurs parce que la vie ordinaire, elle est a priori l'ennemi de la radicalité, et il y a parmi les philosophes, parmi les artistes, certains sont extrêmement radicaux, d'autres au contraire incitent à la pondération, à la tempérance. Est-ce qu'il y a une distinction à faire, Adèle Van Rett? Vous voulez dire dans le rapport que les philosophes et les artistes ont avec la vie ordinaire? Je sais pas ce que signifie avoir un rapport radical à la vie ordinaire, parce que je pense que de ce rapport, nous ne sommes pas maîtres du tout. Et je pense même qu'à l'inverse... Par exemple, un côté très obsessionnel, comme chez Kant, avec une sorte de vision de la minutie, une manière de dire qu'il faut tout organiser. À contrario, même si d'ailleurs ça n'était pas du tout sa manière de vivre, Nietzsche avait une vision beaucoup plus haineuse de la vie ordinaire, ou des petites choses telles que le confort bourgeois, et qu'il considérait... Ah oui, mais alors la vie ordinaire, c'est pas le confort bourgeois. La vie ordinaire, pour le coup, vraiment, ça nous concerne tous. Et Nietzsche, au contraire, se délectait des petites choses dans lesquelles il trouvait des océans ou des univers de pensée. Et puis là, je crois, encore une fois, il faut distinguer le quotidien de l'ordinaire. Ce que vous dites, voilà, sur la volonté de mettre en ordre notre vie, ça relève, ça c'est le domaine du quotidien. L'étymologie d'ordinaire, c'est mettre en ordre. Mais ce que j'appelle la vie ordinaire, c'est ce qui se trouve en dessous. C'est les moments où je me sens éjectée de ma propre vie. Pourquoi ? Dans les moments les plus anodins, les plus, en apparence, les moins intéressants, une scène de petit déjeuner, prenons. Pourquoi, par moment, le bruit de la cuillère sur le bol, ou le vrombissement du frigo derrière, vous savez, ce léger hoquet qu'on entend comme ça, qui vient troubler le silence à peine, pourquoi ces petits détails-là, parfois, peuvent donner envie d'aller vivre immédiatement sur une autre planète. Quand bien même la vie que nous vivons, on l'a choisie. Quand bien même on est entouré de personnes qui nous aiment et qu'on aime, qu'on a un travail qu'on adore, quand bien même tout va bien. Eh bien, il y a cette envie, cette espèce de rejet, comme si le réel nous poussait, mais le plus loin possible de notre vie, et que ces détails étaient en fait absolument insupportables. Ça veut dire que ce qu'on tenait pour être le plus ordinaire possible, en fait, ne l'est pas du tout. Et qu'on n'est pas du tout dans l'extraordinaire. Ça aussi, j'insiste là-dessus. L'ordinaire ne s'oppose pas forcément à l'extraordinaire. Ça veut dire que l'ordinaire n'est pas forcément familier. Ça veut dire que l'ordinaire est peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, et qui mérite d'être creusé dès lors qu'on se rend compte qu'il y a un décalage total entre un petit détail et la violence de ce rejet. Il y a dans La vie ordinaire, le livre que vous publiez chez Gallimard, Adèle Van Rett, une expérience qui est à la fois ordinaire, beaucoup de personnes l'ont connue, l'ont rencontré cette expérience, et qui, pour chacun d'entre nous, est bien entendu une expérience extraordinaire, c'est celle de la maternité. Et pourquoi avoir décidé justement d'intituler La vie ordinaire un ouvrage où vous parlez d'une maternité ? Parce que c'est pas le sujet du livre, il y en a beaucoup de sujets, mais le fil conducteur est vraiment cette enquête menée au cœur de la vie ordinaire, et j'essaye de faire bouger la vase qui encrasse généralement le rapport que nous entretenons avec l'ordinaire. Et il s'avère que dans les expériences que l'on peut rencontrer dans notre rapport au monde, puisque l'ordinaire en est un, eh bien parfois il y a des expériences qui viennent provoquer une espèce de pas de côté qui est beaucoup moins violent que la nausée que je décrivais. Et la grossesse en fait partie. En réalité, j'ai voulu tenir les deux fils ensemble parce que vous l'avez dit, la grossesse, alors plus que la maternité, hein, j'y insiste, pour moi il y a le récit d'une grossesse et d'un accouchement, mais la maternité, moi je sais pas trop ce que ça signifie. L'expérience de la grossesse, c'est quelque chose qui semble venir troubler immédiatement le rapport ordinaire que l'on entretient avec les choses, et qui va s'avérer en réalité être un ancrage encore plus puissant, puisque quiconque a eu un enfant, et surtout au début, sait bien que la première conséquence, c'est l'écrasement total de notre vie qui se rabat sur des soucis absolument quotidiens et absolument ordinaires. Et est-ce que dans ces moments-là, est-ce qu'on découvre quelque chose, ou est-ce que ça nous confirme dans le fait que c'est insupportable, ou est-ce qu'il y a un nouveau regard qui est changé? Alors il n'y a pas du tout une approche béate qui pense que la maternité, comme vous dites, change le rapport aux choses. En revanche, j'ai constaté que la vie ordinaire, comme l'expérience de la grossesse et de l'accouchement, sont deux choses qui sont très peu pensées en philosophie. Ça m'a intéressé. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Et puis on peut lire dans votre ouvrage La vie ordinaire, Adèle Van Rett, comment faire pour continuer à écrire quand on doit penser à l'heure du repas au nombre de couches restantes. Il faut pour écrire, et là vous citez Virginia Woolf, tuer l'ange du foyer. Oui, je précise que l'ange du foyer, c'est pas l'enfant.
parce qu'il faut quand même dissiper les malentendus tout de suite. L'ange du foyer, en fait, ce texte est magnifique. Virginia Woolf appelle l'ange du foyer la personne qui, en elle-même, et qui est presque en toutes les femmes de l'ère victorienne où elle écrit, veut être aussi parfaite qu'un ange. C'est la personne qui va complètement se sacrifier pour le reste de sa famille dans l'espoir que la vie domestique soit la plus parfaite possible. Eh bien, c'est cette personne qu'il faut tuer immédiatement pour pouvoir écrire, nous dit Virginia Woolf. Et elle a raison. Elle a raison dans le sens où l'écriture est toujours un travail harassant, c'est toujours une difficulté. Et tout dans la vie ordinaire est fait pour nous empêcher d'écrire. La vie ordinaire est faite de contraintes, elle est faite de rythmes et de répétitions qui ne sont pas des vecteurs de création. Donc c'est toujours une opposition. Alors comment on fait pour écrire quand en plus les contraintes sont multipliées par le nombre d'enfants, par exemple? C'est un vrai problème. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les conditions d'écriture. C'est un livre aussi qui raconte ça. Je vous disais que je tenais à montrer que la pensée ne jaillissait jamais de nulle part et que je voulais l'incarner dans des expériences. Un livre, c'est pareil, et j'ai voulu que ce livre soit le plus fidèle à cette tentative d'écriture qui concerne quiconque veut écrire un livre ou produire une œuvre d'art et qui doit faire face à des conditions qui sont parfois impossible à surmonter. Alors chacun a ses obsessions, Adèle Van Drede. Vous, c'est la vie ordinaire. Moi, j'ai toujours envie d'essayer de découvrir des tendances. Et en ce moment, il y a différentes personnes. Vous qui vous occupez de la vie ordinaire. Et puis Sébastien Tellier est le compositeur qui vient de sortir un album qui s'appelle Domesticated, qui est consacré lui aussi à la vie ordinaire. On en écoute un extrait. Empty face, seek for the grace, you got to remember. Empty face, seek for the grace, she's looking at you. I should light great times. Here I remember. – 8h39 sur France Culture, je suis en compagnie de ma camarade Adèle Van Drede, productrice des Chemins de la Philosophie, qui publie La vie ordinaire chez Gallimard. On vient d'entendre un extrait du dernier album de Sébastien Tellier, Domesticated, et je me suis rendu compte qu'en fait, vous aviez un peu le même trajet que Sébastien Tellier, Adèle Van Drede, puisque vous avez consacré un ouvrage à la jouissance, et Sébastien Tellier lui aussi a réfléchi à ce thème, en tout cas l'a chanté et a composé autour de cela. Et il s'est intéressé à la routine avec La Ritournelle, qui est probablement son morceau le plus connu. Et puis aujourd'hui, il s'intéresse donc au monde domestique, au monde des objets, et cette manière de voir des choses qui sont extrêmement prosaïques et qui peuvent être à la fois porteuses d'enchantement ou alors qui peuvent constituer un rempart. Est-ce que ça vous parle? Oui, et je constate, parce que je disais tout à l'heure que la vie ordinaire était un thème qui n'avait pas beaucoup été exploré en philosophie. C'est pas vrai de la littérature, c'est pas vrai de la poésie, c'est pas vrai de la chanson, au contraire. Et pour le meilleur, je constate simplement que bien souvent, quand il s'agit de parler de la vie ordinaire, c'est souvent pour en faire l'éloge, justement, et pour essayer d'attirer l'attention sur le merveilleux qui se loge dans les petites choses. Et moi, je fais un sort à cette attitude-là. Alors, ça peut paraître un peu cruel, mais je crois qu'il y a parfois beaucoup de mauvaise foi à essayer de célébrer les petites choses de l'ordinaire, parce que souvent, quand on fait ça, c'est une manière de se voiler la face et de pas voir que, il doit y avoir plus à la vie que ça. Quelle tristesse et presque quelle défaite que de tenir pour les choses les plus belles de la vie ce qu'on a devant soi et qui certes est très beau, mais ne permet pas de rester en vie heureux jusqu'à la fin de ses jours. Je crois, enfin, en tout cas, c'est le texte que j'ai écrit, vraiment le texte d'une nécessité d'écriture, et que la vie sans ce travail-là de création, peut-être, même si ça pour le coup c'est assez radical, ne vaudrait pas complètement la peine d'être vécue. Vous placez en exergue de votre ouvrage une citation d'Emerson, que je vous propose d'ailleurs de nous présenter, qui dit la chose suivante: « Je fuis père et mère, femme et frère, lorsque mon génie m'appelle, j'écrirai volontiers sur les linteaux de la porte d'entrée Caprice. »
mais nous ne pouvons pas passer la journée en explication. Moi, c'est la dernière phrase qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une manière de dire, écoutez, j'ai quelque chose à dire, mais je vais pas pouvoir passer ma vie à me justifier. C'est ce qu'on disait, pour écrire, pour dire quelque chose, pour enseigner, etc., pour un travail, disons, de la pensée, on doit tourner le dos un temps à la vie ordinaire. On doit, alors on essaie de pas le faire, mais on doit aussi peut-être parfois se fâcher avec des membres de sa famille. C'est toujours une sorte de violence imposée dans le rythme de nos vies que d'essayer d'écrire et de proposer un travail de la pensée. Et Emerson dit ici, peut-être que c'est un caprice. En tout cas, je vais pas pouvoir me justifier. Laissez-moi travailler en paix. C'est ça que ça veut dire. Et Emerson est le premier intellectuel américain à appeler de ses vœux à l'indépendance intellectuelle des États-Unis. Il y en avait peut-être d'autres avant lui. En tout cas, lui dit à ses étudiants à Harvard en 1839, je crois, à nous de produire une pensée intellectuelle américaine. Cessons d'imiter ce qui se fait en Europe. En Europe, c'est le grandiose, le romantique, le sublime. Nous, regardons à nos pieds et prenons l'ordinaire comme point de départ. Et il y a justement quelque chose d'étrange dans cette période, Adèle Van Dreit, c'est qu'à la fois elle était ordinaire et puis elle a pu être tragique avec la présence de la maladie, de la mort. Vous racontez ça aussi dans La vie ordinaire? Oui, bien sûr, parce que la vie ordinaire est loin d'être un long fleuve tranquille et si on arrête la distinction entre ordinaire et extraordinaire qui, je crois, ne tient pas beaucoup et empêche la nuance qui m'est chère, on réalise qu'au creux de l'ordinaire, il peut y avoir aussi des drames, il peut y avoir des grandes joies, mais il peut y avoir des drames, que l'ordinaire n'est pas, encore une fois, n'est pas un masque qui recouvre notre vie, c'est au contraire ce que nous essayons de recouvrir. C'est premier dans notre rapport au monde. Ça n'exclut pas que parfois les ruptures, les maladies, la mort viennent chambouler cet ordinaire-là qui serait un temps dans ce cas recouvert. Et là, vous voyez, il y a peut-être la douleur d'une séparation, d'une mort ou d'une maladie qui vient recouvrir la douleur de l'ordinaire au fond. Et c'est le plus souvent, c'est ce qui se passe. Très rarement, nous avons l'ordinaire vraiment face à nos yeux, de manière nue, sans filtre, sans couche interposée. C'est une expérience de pensée qui est presque impossible à faire. C'est ce que moi j'essayais de faire justement parce que je trouve que ça nous arrive jamais dans la vie quotidienne. Or, je crois que sans ignorer pour autant les drames de la vie qui la composent, il est absolument urgent de regarder l'ordinaire droit dans les yeux pour voir qu'il y a peut-être aussi du drame, qu'il y a peut-être aussi quelque chose de merveilleux, mais surtout il y a cet entre-deux que je cherche à décrire et qui m'obsède. Et dans cette vie ordinaire, il est question donc d'un père, d'une mère, de la narratrice, au moment où celle-ci devient mère. Oui, l'enfant est créé à deux. Elle n'a pas un enfant toute seule, et la figure du père est importante tout au long du livre. Je tiens à dire que il n'y a pas de réflexion de genre, c'est pas une manière de dire la mère a ce rôle-là à jouer, le père a ce rôle-là à jouer. Enfin, quand bien même il y a une interrogation justement sur la répartition des tâches. Oui, justement, vous dites à un moment en substance des siècles de combats féministes pour. Je vous laisse continuer, Adèle Van Dreit. Pour réaliser que finalement l'expérience de la grossesse apporte une tranquillité ou un ancrage au monde inespéré. Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis qu'il n'y a pas un rapport au genre, c'est qu'il n'y a pas d'essentialisation. C'est que je crois pas que l'expression même d'une essence féminine signifie quelque chose ou qu'une essence masculine. Et le propos du livre n'est pas de me dire être une femme, c'est ça. Je crois pas du tout qu'il faille être mère pour être une femme. Je crois surtout que j'ai beaucoup de mal moi-même à définir ce que c'est qu'être une femme. Et ça je le dis justement. Donc on ne trouvera pas une théorie de ce que c'est que la femme. En revanche, une expérience. Voilà, moi je me situe toujours du côté de l'expérience et pas de la théorie. Donc ça amène à réfléchir. Mais il n'y a pas une affirmation d'une thèse que je cherche à défendre à tout prix. Il y a d'autres thèmes qui sont abordés. Alors des thèmes ordinaires dans la vie ordinaire, par exemple être une femme, être une mère, être une belle-mère. C'est aussi un thème que vous abordez dans cet ouvrage, Adèle Van Dreit. Il y a d'autres évocations. Clément Rosset, peut-être un mot pour présenter ce philosophe qui vous est cher. Clément Rosset, qui lui aussi nous a quittés il y a quelques années, très peu de temps après Stanley Cavell. En fait, pour moi, je voulais les faire vivre dans ce livre. C'était une manière non seulement de leur rendre hommage, mais peut-être de les saluer, de leur dire qu'à présent je pouvais avancer sans eux, puisque de toute façon eux n'étaient plus là, et puis que j'allais vers d'autres voies. Clément Rosset, c'est le philosophe du réel, c'est celui qui toute sa vie a été hanté par ce réel, comme je le suis sans doute aujourd'hui hanté par l'ordinaire. Et le moment où j'ai découvert, je me suis dit mais tout ce que j'ai envie de dire sur l'ordinaire, il l'a déjà dit sur le réel, alors à quoi bon écrire? Et j'essaie de raconter ça parce que c'est drôle en fait de se dire mais est-ce qu'il a juste avec un autre mot dit la même chose que ce que moi je voulais dire.